Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 mai 2022. Alors je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé encore vendredi dernier sur les marchés. C'était de la folie. Inversement de tendance, retournement de situation, suspense, excitation. On se croirait presque dans un film hollywoodien. C'est juste incroyable ce qu'ils ont été capables de nous faire encore une fois. Un rebond spectaculaire. Sans grande justification et sans grande explication derrière, puisque finalement on est toujours au même niveau qu'avant, l'inflation est toujours là, les risques de stagflation sont plus présents que jamais, vous pouvez pas ouvrir un journal aujourd'hui sans tomber sur les mots récession, donc du coup il n'y a pas grand chose qui a changé, on a presque simplement l'impression que finalement vendredi dernier les gars ils se sont dit bah tiens, si on allait couvrir les positions short pour passer le week-end et on verra bien la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine on y est, c'est aujourd'hui, nous entamons une nouvelle semaine de trading, alors pas grand chose à dire ce matin, si ce n'est que finalement les Finlandais, les Suédois deviennent membres de l'OTAN, tout le monde trouve ça génial, sauf peut-être Moscou. On verra ce que ça va donner sur le moyen et long terme. Je suis pas sûr finalement que les Russes trouvent ça vraiment super chouette que d'avoir vraiment les Finlandais qui sont membres de l'OTAN à la frontière de chez eux. C'est une autre histoire, mais finalement, pour l'instant, quand on regarde les médias occidentaux, tout le monde a l'air super confiant et trouve que c'est une nouvelle absolument géniale. On espère que c'est effectivement une nouvelle géniale et que ça va continuer dans la bonne direction, parce que si ça va pas dans la bonne direction, ça risque pas forcément de se finir très très bien. Enfin, ça c'est une autre histoire, ça c'est une des nouvelles du matin. Autrement, il y a aussi des choses assez intéressantes à lire sur les hedge funds. On a vu que globalement, eh bien, il y a pas mal de long short equity, vous savez, ces fonds qui jouent à la hausse et à la baisse, et qui sont censés perdre moins d'argent dans les marchés baissiers, puisqu'ils ont la possibilité d'aller jouer la baisse, d'être short. Eh bien, statistiquement, d'après les dernières nouvelles qui ont été publiées par Goldman Sachs ce week-end, eh bien, il semblerait que, en moyenne, les long short equity cette année, depuis le début de l'année, ont perdu 18,3%. Donc, grosso modo, la perte du S&P 500 jusque-là. Donc, c'est pas extraordinaire de ce côté-là. Et certains sont même en train de réduire leur exposition aux actions américaines parce que c'est beaucoup trop compliqué cette année. C'est beaucoup trop dur pour tout le monde et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, forcément, ça sert finalement pas à grand chose d'avoir des long shorts, si quand les marchés se pètent la figure, eh bien on perd autant que le marché, si ce n'est plus pour certains. En tous les cas, voilà, c'est difficile pour le moment pour tout le monde, c'est un marché qui est extrêmement compliqué. On va pas se le cacher. La grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le rebond de vendredi est vraiment le rebond final et qu'on est en train de construire un fond. Alors, ce qui est bien, c'est que finalement, le S&P 500 a rejeté le niveau du bear market, puisque je vous rappelle qu'à 3850 et des poussières, on sera en bear market sur le S&P 500. Le marché a plus ou moins rebondi dans cette zone-là et s'en est éloigné un petit peu. Alors, on s'est pas encore complètement terminé, puisque ce matin, quand je me suis levé très tôt ce matin, le S&P était légèrement en hausse, et puis au fur et à mesure des heures, après 3 heures du matin, eh bien, il a commencé à descendre. Pour l'instant, on est à moins 0,7%. Alors, l'ouverture est encore très loin aux États-Unis, mais en tous les cas, ça a l'air d'être un petit peu plus tendu ce matin, un peu comme si simplement on reprenait nos vieux travers comme d'habitude. La question, effectivement, c'est de savoir si on a fait un bottom, ce qu'on appelle un bottom, un fond définitif, ou est-ce que c'était simplement encore un de ces rebonds qui laisse croire qu'on va s'en sortir. Alors, ce qu'il faut regarder déjà, tout simplement, c'est que historiquement parlant, quand vous avez beaucoup régulièrement de séances à plus ou moins 2% sur les indices, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que le marché n'arrive pas à trouver sa direction, ça veut dire que le marché n'est pas convaincu ni d'aller en haut ni d'aller en bas, donc beaucoup d'hésitation, beaucoup d'instabilité, ce qui fait que c'est difficile de trouver un fond et une construction de base pour redémarrer un nouveau trend dans cet environnement-là. C'est un peu comme n'importe quoi, quand vous construisez une maison, si les fondations sont pas clean derrière, ça ne repartira pas correctement et ce sera difficile de rebondir. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on aimerait bien avoir un spike de volatilité, style une vol qui remonte à 39, 40, 42%, pour commencer à se dire là on est en train d'exagérer, pour pouvoir dire il y a un signal qui s'est mis en place. Il y a une dernière chose aussi qu'on a tendance à ne pas avoir vu pour l'instant, et c'est ce qui inquiète un petit peu les experts en finance, c'est simplement qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de vente de panique. On a l'impression que les gens ont réduit leur position, mais que la plupart des investisseurs sont encore longues ou encore des positions auxquelles ils s'accrochent en se disant finalement
on va peut-être s'en sortir. D'ailleurs, on a vu encore un exemple assez typique la semaine dernière, puisque le ARK Invest de Madame Katie Wood, qui s'est fait littéralement massacrer depuis le début de l'année, continue à avoir des inflows massifs dans cette thématique. Donc on voit qu'il y a encore des clients qui investissent là-dedans, qui moyennent à la baisse et qui croient encore que ça va remonter. Donc on n'a pas encore eu cette espèce de craquage final général, parce qu'on a déjà eu des titres qui se sont fait littéralement massacrer, hein, pour ne pas citer Netflix. On a déjà eu des titres qui se sont fait massacrer violemment ces derniers temps, mais globalement on n'a pas eu ce sell-off général dans les marchés comme on a régulièrement en fin de crise. Il faut noter que si on regarde dans les années passées, 2008-2009 par exemple, quand on a eu l'effondrement total durant la crise des subprimes, eh bien, le matin où Lehman Brothers fait faillite, et dans les semaines qui ont suivi, vous aviez les clients qui vous téléphonaient en disant « Moi, plus jamais je fais de la bourse, plus jamais j'achète des actions, terminé, c'est fini, je ne veux plus jamais entendre parler. » Et ça, on l'a pas encore vécu. Ça, on n'est pas encore dans ce mood-là, on l'a pas vu, donc c'est peut-être ça qu'on doit attendre pour avoir un sell-off final. Quand vous regardez aujourd'hui les médias financiers, le Barron's, le Business Week, le Market Watch aujourd'hui, eh bien la plupart des gens ont des targets plus bas. Les experts vous disent qu'on doit aller plus bas avant de pouvoir repartir définitivement. La question c'est où est-ce qu'on ira plus bas? Est-ce que c'est 5%, 10%, 20%? La grande question, on a eu beaucoup de commentaires la semaine passée, tout le monde y va de ses targets, hein. On entend entre 20 et 25% plus bas pour les plus pessimistes, et d'autres commencent à dire qu'il y a des signaux comme quoi on serait pas très loin d'un bottom. Très honnêtement, la finance n'étant pas une science exacte, vous dire où est-ce qu'on va commencer à tourner, ça va être compliqué. Toujours est-il que la semaine dernière, on a eu un rebond quand même massif vendredi. Il faut aussi noter un regain d'intérêt. Alors je ne sais pas là aussi si c'est dû à des short coverings sur les positions ou si c'est simplement les gens qui commencent à se repositionner sur tous ces titres d'hyper-croissance. On a vu l'histoire de Coinbase par exemple la semaine dernière. Coinbase qui était très mal en point puisque tout le monde la critiquait, qu'il y a même eu le CEO qui a dû venir à la télé pour dire qu'il n'y avait pas de risque de faillite et que finalement ils ont aussi des procès aux fesses dans tous les coins sur certaines crypto-monnaies. Donc c'était un petit peu sous pression. Au plus bas, Coinbase a tapé les 40 et au plus haut, on a un 67. Donc le rebond était juste phénoménal durant les 2 derniers jours de la semaine. Il y a aussi des cas similaires sur des boîtes comme Shopify par exemple qui a rebondi de $100 en 2 jours. Donc bref, il y a quand même beaucoup d'intérêt sur ces valeurs-là tout d'un coup qui est revenu en fin de semaine. Alors est-ce que c'est un espèce de dead cat bounce avant une nouvelle correction derrière, ou est-ce que finalement on commence à voir de la smart money qui se repositionne sur les hyper growth stocks, sur les titres d'hyper croissance? C'est la question qu'on peut se poser en ce moment. À côté de ça, on peut parler bien évidemment de la Chine. Ce matin, on a eu des mauvaises nouvelles sur la croissance économique chinoise, sur les chiffres du mois d'avril. On a appris que finalement la Chine avait ralenti encore, mais ralenti encore un peu plus que ce qu'on attendait. Bon, franchement, c'est pas une énorme surprise, hein, puisqu'on a quand même vu que la moitié des grandes villes chinoises, des grandes villes industrielles chinoises avaient été en lockdown, fermées, confinées durant la plupart du mois d'avril. Il ne fallait pas s'attendre non plus à des chiffres records au niveau de croissance économique, mais quand même ce matin on a été un petit peu déçus. Là aussi on avait les indices boursiers chinois et de Hong Kong qui étaient en hausse à l'ouverture tôt dans la nuit, et ce matin, en fin de matinée, en fin de nuit plutôt, et les choses s'effondrent à nouveau parce que finalement on s'est rendu compte que oulala, la croissance chinoise ralentit, what a surprise. Donc du coup finalement on est un petit peu tendu sur la Chine. On ne peut pas parler non plus de marché sans parler de monsieur Elon Musk, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on va devoir commencer à créer des rubriques spéciales Elon Musk, puisque visiblement il fait au moins 30 ou 40 tweets par jour pour donner son avis sur tout et n'importe quoi, hein. Donc c'est assez intéressant quand vous regardez un peu son opinion. Là il a fait des commentaires sur la gestion de la société de Netflix. On dit qu'est-ce que ça peut te foutre, mais bon quand même il s'intéresse à ça. Oui, Netflix a dit à ses employés que s'ils n'étaient pas contents avec le contenu de Netflix, ils pouvaient se casser. Et Musk a encouragé cette décision de la part du management, pensant que c'était une très très bonne manière de gérer la société. Pendant ce temps, il est en train de se friter avec ses éventuels futurs employés de chez Twitter, puisqu'il n'arrête pas de tweeter sur le sujet de Twitter, parce que pour l'instant, il a un peu retiré ses billes. On ne sait pas s'il va le faire, on ne sait pas s'il va se dégonfler, on ne sait pas s'il va payer une dédite et se tirer faire autre chose. Mais en tous les cas, on l'a vu vendredi dernier, Twitter s'est fait déglinguer à cause de ça. Retrait de monsieur Elon Musk, et pas retrait, c'est qu'il remet en question le prix parce qu'il y
aurait des fake accounts chez Twitter. Là aussi, what a surprise. Alors ça, on ne savait pas du tout, hein. On l'avait pas vu venir et il le savait sûrement pas quand il a fait le bid avant. Mais maintenant, c'est un petit peu le fait est que le moment donné où il a mis un bid sur Twitter à 54,20, il fallait quand même bien voir que le marché était nettement plus haut au niveau de la tech. Et donc du coup, vous avez eu cette correction massive en l'espace de 2 semaines. Donc lui, il a peut-être moins envie de payer le prix fort, puisque là aussi, on en a parlé la semaine dernière, les experts avaient dit que compte tenu de la correction du marché, que si Twitter n'avait pas été sous takeover, elle aurait dû perdre 19%. Alors grosso modo, c'est plus ou moins ce qu'elle a fait depuis les 54,20 du prix du takeover. Aujourd'hui, elle se traite à 40. Donc à savoir à quel prix il serait prêt à racheter. C'est un peu les soldes sur Twitter et il y en a certainement qui vont faire la gueule parce que forcément ça risque de pas forcément ou plus forcément se faire à 54,20. Pour l'instant, le département légal de Twitter attaque Musk sur Twitter aussi, en lui expliquant qu'il a violé les accords de non-disclosure agreement qu'il avait signé pour signer le contrat d'achat sur la société. Bon, en gros, de toute façon, on sait bien que la loi qui s'applique au commun des mortels ne s'applique pas à Elon Musk, et d'ailleurs il en a rien à foutre. Et la grande question, c'est qu'une fois qu'il sera, si jamais il rachète Twitter, on sait déjà qu'il va changer tout le legal department, puisqu'ils ont osé le remettre en cause sur Twitter. Donc voilà, on ne sait pas quel sera le prochain tweet de Monsieur Musk, mais entre ça et les chiffres de l'inflation, c'est à peu près les deux choses qui intéressent vraiment beaucoup le marché en ce moment. À surveiller autrement cette semaine, comme d'habitude, le baril de pétrole qui se calme un petit peu en ce début de semaine. Il était remonté jusqu'à 110 en fin de semaine dernière. Aujourd'hui, on traite autour des 106, 107 dollars sur le WTI. On est à 109,80 sur le Brent. Mais on voit qu'il est toujours très sensible à la moindre alerte. Et il peut y en avoir des alertes. Il peut facilement remonter toujours un peu plus haut. Et pour l'instant, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, ça reste quand même extrêmement tendu sur le baril à surveiller donc attentivement. Surveillez également le graphique du DAX. Alors pour l'instant, ça n'a pas l'air d'aller dans la bonne direction, mais techniquement, quand on regarde la tendance baissière du DAX dans lequel nous sommes, il a terminé plus ou moins la semaine exactement sur les hauts du range du canal descendant. Donc si par miracle cette semaine on arrive à avoir une bonne semaine et casser à la hausse, ça pourrait peut-être être le début de quelque chose sur le DAX, le début d'une période un tout petit peu plus sympathique que ce qu'on vit depuis ces derniers mois. À surveiller donc attentivement, il y a quand même 2-3 petites lumières d'espoir qui pointent dans ce marché, même si le rebond de vendredi n'est pas aussi franc et rassurant que ce qu'on peut l'espérer pour l'instant. Voilà, donc on se pose beaucoup de questions en ce début de semaine, on a très peu de réponses à nos questions pour le moment. Il ne faut pas croire non plus qu'on va avoir des indications au niveau de l'inflation et du combat que la Fed est en train de mener contre l'inflation qui va arriver dans les jours qui viennent. Ça prendra du temps. D'ailleurs, on a au passage Monsieur Lloyd Blankfein, qui est le chairman responsable de Goldman Sachs, qui a dit qu'il y avait beaucoup de chances que nous rentrions en récession, mais que la Fed avait quand même un tout petit chemin très étroit au bord d'un précipice qui leur pouvait éventuellement peut-être leur permettre de faire les bons mouvements et de faire de prendre les bonnes décisions pour essayer de freiner cette inflation et de sauver le monde, comme dans tout bon film américain qui se termine avec un truc où ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est tout pour ce lundi matin. Je vous souhaite un très bon début de semaine et puis on se retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse, à liker la vidéo et puis à revenir demain. Passez une très bonne journée. Bye bye.